Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où nous allons discuter des rendements décroissants. Le but de cette capsule vidéo est en fait de tout d'abord vous familiariser avec la notion de rendement décroissant. Cette notion, qui est en fait même une loi, a de nombreuses applications dans votre vie quotidienne, que ce soit par exemple au niveau de l'entreprise et de sa production, ou même vous, à votre propre niveau personnel, au niveau de la gestion de votre propre productivité et des rendements obtenus selon le temps investi. Donc, il va être important en fait de bien saisir les implications et les conséquences de la loi des rendements décroissants. Un peu plus en lien avec ce que nous avons vu cette semaine, nous allons également comprendre les deux implications qu'elle va avoir sur le modèle de la courbe des possibilités de production. Les types de rendement. Eh bien, tout d'abord, qu'est-ce qu'un rendement? Un rendement exprime en général une relation entre ce que nous obtenons comme résultat et le nombre de ressources nécessaires à cette production. Par exemple, nous pourrions dire qu'une personne est productive si un travailleur permet de produire 10 pommes. De même que vous, en tant qu'étudiant, si vous investissez 10 heures et que vous obtenez 100% à votre évaluation, nous pourrons dire, en règle générale, que chaque heure investie vous donne 10% sur votre note globale. Évidemment, les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Elle va souvent être synonyme de productivité aussi. Deux concepts qui ne sont pas les mêmes mais qui sont interreliés. Évidemment, deux types de rendements seront vus aujourd'hui, les rendements constants et les rendements décroissants. Il en existe un troisième, c'est celui des rendements croissants, mais par contre, ils ne feront pas l'objet de cette vidéo puisqu'il s'agit d'un cas plus particulier et moins fréquemment rencontré par vous. La loi des rendements décroissants, c'est quoi? Bien, tout d'abord, il faut savoir que c'est David Ricardo, donc économiste britannique du siècle des Lumières, il fait partie de l'école des classiques, qui a énoncé cette loi en lien avec l'agriculture au début du 19e siècle. Entre autres, David Ricardo s'est aperçu que dans un champ, par exemple, de blé donné, le premier travailleur réussissait à produire un boisseau ou une tonne de blé. Évidemment, pour augmenter la productivité du champ, il faut augmenter le nombre de travailleurs. Donc, si l'agriculteur embauchait une deuxième personne pour l'aider ou l'appuyer, il pourra en produire deux. Par contre, là où la loi des rendements décroissants se manifeste et est plus perceptible, c'est lorsqu'il vient le temps d'en engager un troisième. Enfin, on s'aperçoit que bien que la quantité totale de boisseaux a augmenté, passant de 2 à 2,5, bien vous remarquerez que le troisième travailleur ne contribue pas autant que le précédent. En effet, si on regarde, en fait, à 2,5, dans le fond, le dernier travailleur embauché a seulement produit un demi-boisseau de blé. Eh bien, c'est ici que la loi des rendements décroissants s'applique. C'est-à-dire que, en fait, la loi va être applicable à peu près à tous les opérations de production qui vont combiner plusieurs facteurs de production. Dans le cas du champ que nous avions ici, nous avions le facteur travail et le facteur ressources naturelles ou à la limite capital. Elle dit en général, cette fameuse loi, que si on augmente la quantité d'un seul des facteurs de production, ici avec l'exemple du champ, le facteur travail, et que la quantité de l'autre reste la même, donc la quantité de champ disponible, eh bien, la production supplémentaire du facteur, donc du travail, finit par diminuer. C'est ce que nous avions ici exactement. C'est-à-dire que ici, la contribution d'un travailleur supplémentaire est de plus un boisseau, tandis qu'ici, malgré qu'on ait employé un travailleur de plus, celui-ci n'a produit qu'une demi-unité. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette plus faible productivité du troisième travailleur. Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'espace dans le champ pour pouvoir acquérir ce troisième travailleur. Prenons par exemple vos heures d'études, et je crois ici que ça vaut le coup de s'y attarder quelques instants pour illustrer les deux types de lois. Je vous invite à la maison à faire de même dans vos cahiers de notes. Donc, si ici je mettrais en l'axe des abscisses la quantité d'heures d'études et le résultat
obtenu en pourcentage. Donc, ici, nous allons illustrer la loi des rendements dits les rendements qui sont constants. De l'autre côté, je vais faire de même, et pour vous illustrer la différence, ici, ça va être la même chose, les notes en pourcentage, la quantité d'heures. J'ai indiqué ici simplement pour référence une note en pourcentage, donc 25%, 50% et 75%. Ici, de même, 25%, 75%, et c'est la même chose ici, ça va être les rendements décroissants. Donc, cet exemple va simplement servir à vous montrer la différence qui existe entre les deux. Si nous parlions de rendement constant, qu'est-ce que cela impliquerait? Je vais d'abord dessiner cette droite. Voilà. Elle est droite déjà en partant, ça vous donne une bonne idée si elle est constante ou décroissante. Les rendements sont constants ou non. Ici, pour une heure investie, plutôt on va y aller pour 2 heures d'études investies, nous supposons que vous obtiendrez 25% à votre examen. Donc, 2 heures, c'est 25%. Et je vous confirme que dans mon cours, c'est excessivement réaliste. Si vous investissez 4 heures maintenant, eh bien, vous obtiendrez la note moyenne, 4 heures, de 50%. Maintenant, si vous investissez 6 heures, vous obtiendrez 75%. Donc, vous voyez que pour chaque heure investie, ici, vous obtenez normalement plus 12,5%. Donc, chaque heure vous donne toujours la même quantité de pourcentage à votre note finale. Toujours plus 12,5, donc de 2 à 3 heures, vous obtiendrez ici, encore une fois, plus 12,5%, de 4 heures à ici. Donc, d'étudier de 3 à 4 heures, vous obtiendrez plus 12,5%, etc., jusqu'à ce que vous obtenez la note parfaite de 100%. Donc, ici, le constat que nous pouvons en faire, c'est que chaque heure contribue de 12,5% à votre note globale. Ce qui est vrai. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le rendement de chaque heure investie est toujours le même. D'où les rendements sont constants. Maintenant, regardons la situation, ce serait plutôt des rendements dits décroissants. Eh bien, visuellement, ça va ressembler beaucoup plus à cela. Donc, déjà, première différence entre les deux, vous remarquerez que la droite est beaucoup plus courbée. Maintenant, quelle est l'implication d'avoir courbé cette droite? Eh bien, allons-y. La première heure investie vous donne plus 25%. Donc, je vais le marquer ici. Plus 25% de votre note, ce qui est un meilleur rendement que nous avions tout à l'heure. Maintenant, si je prends la décision d'investir plus une heure, eh bien, regardez. Ici, si j'essaie d'aller à l'échelle, vous obtiendrez probablement aux alentours de 45%. Donc, plus 20%. Donc, cette heure vous a donné plus 25%. Elle vous a donné plus 20%. Si je décide d'investir une heure de plus, eh bien, la note que j'aurais obtenue aurait été plutôt de 55%. Donc, de passer de 45 à 55, plus 10%. Donc, je l'aurais redit ici. Si je décide d'investir une heure de plus, voilà. Nous allons passer de 55 à ici, ce qui signifie probablement aux alentours de 67%. 67,5 pour le bien de l'exemple, supposons. Donc, de 12 à, ça va être plutôt aux alentours de 63. Voilà. Donc, plus 8%. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce qui arrive au rendement? Eh bien, ici, on a un gain de plus 25. Je vais juste changer de couleur pour que ce soit plus facilement distinguable. Donc, on a une augmentation de plus 25, une augmentation maintenant seulement de plus 20, seulement de plus 10, seulement de plus 8, jusqu'à un moment où l'heure supplémentaire ne rapporte à peu près pratiquement plus rien en termes de notes ou de rendement scolaire. Donc, le constat qu'on peut en faire,
Donc, le constat que nous pouvons en faire, c'est que chaque heure d'études supplémentaire contribue de moins en moins à la note globale. Et c'est ce que nous observons ici. La première heure est très rentable, plus 25%. La deuxième le demeure également. Les rendements commencent à chuter à partir de 3 heures d'études. Et plus on avance dans notre étude, et plus chaque heure supplémentaire contribue de moins en moins au résultat global. C'est cette loi, la loi des rendements décroissants, qui s'applique dans ce cadre-ci à vos heures d'études. Donc, ce qui signifie que parfois, il y a des gens qui vont trop investir de temps dans leurs études. 8, 10, 12, 14 heures pour, au final, seulement obtenir qu'un maigre pourcentage supplémentaire à chaque heure investie. Donc, voilà deux implications très importantes au niveau de la loi des rendements décroissants. Deux implications maintenant que nous avons pour la loi des rendements décroissants en lien avec la courbe des possibilités de production. La première. La forme de la courbe du modèle, la droite des limites de production, va devenir courbée. Et en deux, les coûts vont être de plus en plus importants. Donc, nous allons devoir renoncer à de plus en plus de matière pour augmenter la production d'un des secteurs. Donc, visuellement, c'est ce que nous avions. La droite devient, finalement, la courbe des possibilités de production. Donc, dès le moment où vous voyez que la droite n'est plus droite, mais plutôt courbée, vous savez que nous avons comme nouvelle hypothèse que nous avons comme hypothèse que les rendements, au lieu d'être constants, sont maintenant décroissants. Donc, chaque travailleur supplémentaire contribue de moins en moins à la production totale. Maintenant, nous allons voir la deuxième implication qui est directement en lien avec la première, c'est-à-dire qu'à mesure que l'on augmente la production d'une seule unité, son coût pour la produire va augmenter de plus en plus. Concrètement, nous sommes dans un cadre, par exemple, d'une entreprise. Eh bien, sachez qu'à chaque fois que je décide de produire, ne serait-ce par exemple qu'un pot de confiture supplémentaire, eh bien, si la loi des rendements décroissants s'applique, la loi des coûts croissants, elle, va s'appliquer, ce qui va signifier que chaque pot supplémentaire entraîne un coût de plus en plus important. Et ici, nous allons utiliser le tableau de la courbe des possibilités de production, parce que maintenant, c'est une courbe pour illustrer le tout. Si nous décidons d'augmenter, par exemple, de plus 1000, ou plutôt plus 1 unité de 1000 de camions produits cette année, eh bien, sachez ici que nous allons devoir renoncer, dans notre exemple, à moins 1 millier de tonnes de denrées alimentaires. Je vous rappelle que dans le cadre de la courbe des modèles, ou plutôt du modèle des possibilités de production, toutes vos ressources sont pleinement utilisées. Ce qui signifie que si vous ne produisez aucun camion militaire cette année, eh bien, vous produirez le maximum possible de denrées alimentaires. Donc, c'est logique de savoir qu'ici, pour pouvoir produire une unité de camion militaire, vous allez devoir diminuer votre production de denrées alimentaires pour pouvoir en produire une. Ici, si nous décidons d'augmenter encore une fois de plus 1, donc de passer de 1 à 2, vous remarquerez qu'ici, le sacrifice est de plus en plus important. Moins 2 unités, donc moins 2000 denrées alimentaires par année devront être produites. De même, si on décide d'augmenter encore une fois de plus une unité, donc de 0 à 3 par exemple, ici le sacrifice sera beaucoup plus important. Plutôt de 2 à 3, le sacrifice, ce qu'on appelle marginal, donc d'une fois à l'autre, ici nous devons renoncer à moins 3 unités, ce qui en fait un sacrifice de plus en plus important pour ne serait-ce qu'une unité produite. D'où on dit que le coût de production d'une unité supplémentaire augmente de plus en plus. Donc, vous voyez ici que les coûts tendent à augmenter au fur et à mesure que j'augmente la production d'unités de camions militaires. C'est logique, puisque chaque travailleur supplémentaire ici permet de produire de moins en moins. Nous allons devoir déplacer de plus en plus de travailleurs du secteur alimentaire pour pouvoir produire ne serait-ce qu'une unité.